Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Je crois que vous allez bien. En tout cas, sinon, je vous prie de prendre soin de vous. Alors, comme conclu, nous parlons du Code du travail camerounais tout au long de ce mois de juillet. Nous avons déjà abordé les titres premiers et deuxièmes qui nous parlent des dispositions générales en matière de travail au Cameroun ainsi que des syndicats professionnels. Alors, pour poursuivre aujourd'hui, nous allons parler du contrat de travail. Que nous dit le législateur en matière de conclusion du contrat de travail, de son exécution, de sa suspension ou de sa résiliation, ainsi que du contrat d'apprentissage ou du tâcheron en matière de travail au Cameroun? Les lois qui encadrent ceci sont ainsi encadré dans le présent code que nous allons poursuivre la lecture guidée comme arrêté tous ensemble pour pouvoir découvrir et apprendre mieux et nous appréhender le mieux de ces textes de loi en matière de travail au Cameroun autant pour moi. Je suis Flora pour les nouveaux, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez vous abonner à la chaîne, devoir partager autour de vous pour permettre à un maximum de personnes de bénéficier de ces contenus si enrichissants. Alors, il nous dit, le législateur, en matière de travail, en matière de contrat de travail plus précisément, que le contrat de travail est une convention par laquelle un travailleur s'engage à mettre son activité professionnelle sous l'autorité de la direction d'un employeur en contrepartie d'une rémunération. Les contrats de travail sont passés librement. Quel que soit le lieu de la conclusion du contrat et la résidence de l'une ou l'autre partie, tout contrat de travail conclu pour être exécuté au Cameroun est soumis aux dispositions de la présente loi. Il en est de même en cas d'exécution partielle au Cameroun d'un contrat de travail initialement conclu sous l'empire d'une autre législation. Cette dernière disposition n'est cependant pas applicable aux travailleurs déplacés pour une mission temporaire n'excédant pas 6 mois. L'existence du contrat est constatée sous réserve des dispositions de l'article 27 dont les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter. La preuve peut être reportée par tous les moyens. Le contrat écrit est exempt de tout droit de timbre ou d'enregistrement. Alors, le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Le contrat de travail à durée déterminée est celui dont le terme est fixé à l'avance par la volonté des deux parties. Il ne peut être conclu pour une durée supérieure à 2 ans et peut être renouvelé pour la même durée. Est assimilé à un contrat de travail à durée déterminée mais ne peut être renouvelé. Le contrat de travail dont le terme est subordonné à la survenance d'un événement futur et incertain dont la réalisation ne dépend pas exclusivement de la volonté des deux parties, mais qui est indiqué avec précision. Le contrat conclu pour un ouvrage déterminé. Le contrat de travail à durée indéterminée est celui dont le terme n'est pas fixé à l'avance et qui peut cesser à tout instant par la volonté de l'une ou de l'autre partie sous réserve du préavis prévu à l'article 34. Le renouvellement du contrat de travail. Le renouvellement du contrat de travail des travailleurs de nationalité étrangère ne peut intervenir qu'avec un visa du ministre chargé du travail. Le contrat de travail à durée déterminée des travailleurs de nationalité camerounaise ne peut autant pour moi être renouvelé plus d'une fois qu'avec la même entreprise. Au terme de ce renouvellement, et si les relations de travail se poursuivent, le contrat se transforme en contrat à durée indéterminée. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux travailleurs recrutés pour effectuer exclusivement un travail temporaire ayant pour objet soit le remplacement d'un travailleur absent ou dont le contrat est suspendu, soit l'achèvement d'un ouvrage dans un délai déterminé nécessitant l'emploi d'une main-d'œuvre supplémentaire. Un travail occasionnel ayant pour objet de résolver un accroissement conjoncturel et imprévu des activités de l'entreprise ou l'exécution des travaux urgents pour prévenir des accidents imminents
organiser des mesures de sauvetage ou procéder à des réparations du matériel d'installation ou de bâtiments de l'entreprise présentant un danger pour les travailleurs. Un travail saisonnier lié à la nature cyclique ou climatique des activités de l'entreprise. Les conditions d'emploi des travailleurs visés au paragraphe précédent sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travail. Les travailleurs visés à l'alinéa 4 de l'article 25 peuvent être recrutés par une entreprise de travail temporaire. Est considéré comme entrepreneur de travail temporaire toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs des travailleurs qu'elle embauche et rémunère. Il ne peut être fait appel aux travailleurs visés au paragraphe précédent que pour des tâches non durables et dans les seuls cas définis à l'article 25 alinéa 4. L'ouverture d'une entreprise de travail temporaire est soumise à l'agrément préalable du ministre chargé du travail. Le contrat de travail lié à l'entreprise de travail temporaire à un travailleur mis à la disposition d'un utilisateur doit être écrit. Pour chaque travailleur mis à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition doit être conclu par écrit entre ce dernier et l'entreprise dont le travail et l'entreprise de travail temporaire, autant pour moi. Sa durée ne peut excéder 1 an avec le même utilisateur. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travail. Tout contrat de travail stipulant une durée déterminée supérieure à 3 mois ou nécessitant l'installation d'un travailleur hors de sa résidence habituelle doit être constaté par écrit. Une ampliation du contrat est adressée à l'inspecteur du travail du ressort. Le contrat de travail concernant un travailleur de nationalité étrangère doit, avant tout commencement d'exécution, être visé par le ministre chargé du travail. La demande de visa incombe. La demande de visa incombe à l'employeur. Si le visa est refusé, le contrat est nul de plein droit. Si le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de 2 mois consécutifs à la réception de la demande de visa, ce dernier sera réputé avoir été accordé. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travail. Il y a engagement à laisser lorsque l'employeur et le travailleur, en vue de conclure un contrat définitif, décident au préalable d'apprécier notamment le premier la qualité des services du travailleur et son rendement. Le second, les conditions chez l'employeur, de travail, de vie, de rémunération, d'hygiène, de sécurité ainsi que de climat. L'engagement à laisser doit être stipulé par écrit. Il ne peut être conclu pour une durée supérieure à un délai nécessaire pour mettre à l'épreuve le personnel engagé compte tenu des techniques et usages de la profession. Dans tous les cas, l'engagement à laisser ne peut être porté, renouvellement compris, que sur une période maximale de 6 mois, sauf en ce qui concerne les cadres pour lesquels cette période peut être prolongée jusqu'à 8 mois. Les délais de recrutement, de route, de formation et de stage ne sont pas compris dans la durée de l'essai. Le rapatriement des travailleurs déplacés est supporté par l'employeur, quel que soit le motif de la rupture. La prolongation des services au-delà de l'expiration, autant pour moi, du contrat d'engagement à laisser, sans intervention d'un nouveau contrat, vaut engagement définitif prenant effet à compter du début de l'essai. Un arrêté du ministre chargé du travail pris après avis de la Commission nationale consultative du travail fixe les modalités de l'engagement à l'essai. Le règlement intérieur est établi par le chef d'entreprise. Son contenu est limité exclusivement aux règles relatives à l'organisation technique du travail, aux normes et à la procédure disciplinaire, aux prescriptions concernant l'hygiène et la sécurité du travail nécessaires à la bonne marche de l'entreprise. Toutes les autres clauses qui
viendraient à y figurer, notamment celles relatives à la rémunération, seront considérées comme nulles de plein droit sous réserve des dispositions de l'article 68 de la présente loi. Avant de mettre le règlement intérieur en vigueur, le chef d'entreprise doit communiquer pour avis au délégué du personnel s'il en existe et un visa à l'inspection du travail du ressort qui peut exiger le retrait ou la modification des dispositions qui seraient contraires aux lois et règlements. Les modalités de communication, de dépôt, d'affichage du règlement intérieur ainsi que le nombre de travailleurs de l'entreprise au-dessus duquel l'existence du règlement intérieur est obligatoire sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis de la Commission nationale consultative du travail. Il est interdit à l'employeur d'infliger des amendes. Les seules sanctions fondées sur le pouvoir disciplinaire de l'employeur qui puisse entraîner privation du salaire est celle de la mise à pied qui entraîne l'absence du travailleur, l'absence de prestation de travail. Ça, c'est très clair. La mise à pied est nulle de plein effet si les conditions suivantes ne sont pas simultanément remplies. Être d'une durée maximale de 8 jours ouvrables déterminée au moment où elle est prononcée. Être notifié au travailleur par écrit avec indication des motifs pour lesquels elle a été infligée. Être communiqué dans les 48 heures à l'inspecteur du travail du ressort. Si le grief allégé pour justicier est reconnu insuffisant par le tribunal, le travailleur à l'encontre duquel elle a été prononcée, bien évidemment, la mise à pied, perçoit une indemnité compensatrice correspondant au salaire perdu et éventuellement des dommages et intérêts s'il apporte la preuve qu'il a subi de ce fait un préjudice distinct de celui de la perte du salaire. Très bien. Le travailleur doit toute son activité professionnelle à l'entreprise, sauf dérogation stipulée au contrat. Toutefois, il lui est loisible, sauf convention contraire, d'exécuter en dehors de son temps de travail toute activité à caractère professionnel non susceptible de concurrencer l'entreprise ou de nuire à la bonne exécution des services convenus. Ça, c'est très clair. J'adore. Toutefois, autant pour moi, je suis enrhumée. Toutefois, il peut être stipulé d'accord parti que le travailleur ne pourra, en cas de rupture du contrat, exercer pour son compte ou celui d'autrui une activité de nature à concurrencer son employeur dans les deux cas ci-après. Si la rupture de contrat est survenue de son fait alors que son employeur avait assumé les frais de son déplacement du lieu de travail, du lieu de résidence au lieu de l'emploi, si la rupture de contrat est consécutive à une faute lourde de son fait. Cette interdiction ne peut toutefois s'appliquer que dans un rayon de 50 km autour du lieu du travail et sa durée ne peut excéder 1 an. Ce n'est pas si nécessaire d'expliquer, mais je pense que c'est assez clair. Mais si vous avez des préoccupations, vous pouvez poser un commentaire, je pourrai répondre. Le contrat est suspendu en cas de fermeture de l'établissement par suite du départ de l'employeur sous les drapeaux, quel que soit le motif, pendant la durée du service militaire du travailleur ou de son rappel sous les drapeaux, quels que soient les motifs, pendant la durée de l'absence du travailleur, dans le cas d'une maladie dûment constatée par un médecin agréé par l'employeur et relevant d'un établissement hospitalier reconnu par l'État, durée limitée à 6 mois. Ce délai est prorogé jusqu'au remplacement effectif du travailleur. Pendant la durée de congé de maternité prévue à l'article 88, pendant la période de mise à pied prononcée dans les conditions définies à l'article 30, pendant la durée du congé d'éducation pendant la durée de congé d'éducation ouvrière définie à l'article 91, pendant la période d'indisponibilité résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, d'accord parti pendant l'exercice des fonctions politiques ou administratives d'une élection ou d'une nomination, pendant la période de la garde à vue ou de la détention provisoire du travailleur, pendant l'absence du travailleur appelé à suivre
suivre son conjoint ayant changé de résidence habituelle et en cas d'indisponibilité de mutation, cette durée est limitée à 2 ans, éventuellement renouvelable d'accord parti. Pendant la durée du chômage technique, dans la limite de 6 mois maximum, le chômage technique étant établi comme l'interruption collective de travail totale ou partielle du personnel d'une entreprise ou d'un établissement résultant soit des causes d'accident ou de force majeure, soit d'une conjoncture économique défavorable. Dans chacun des cas civisés, l'employeur est tenu de verser au travailleur, si le contrat est à durée indéterminée, une indemnité qui est égale soit à l'indemnité de préavis lorsque la durée de l'absence est égale ou supérieure à celle du préavis, soit à la rémunération à laquelle le travailleur aurait pu prétendre pendant l'absence lorsque la durée de celle-ci est inférieure à celle du préavis. Dans les mêmes cas, si le contrat est à durée déterminée, l'indemnité allouée dans les limites indiquées ci-dessus par référence au préavis fixé pour les contrats à durée indéterminée, l'ancienneté, les services étant appréciés à compter de l'origine du contrat en cours. Dans ce cas, la suspension ne peut avoir pour effet de proroger le terme du contrat initialement prévu. En cas de chômage technique, et à défaut de convention collective, les conditions d'indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis de la Commission nationale consultative du travail. Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours être résilié par la volonté de l'une des parties. Cette résiliation est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l'initiative de rupture et doit être notifié par écrit à l'autre partie avec indication du motif de rupture. Le préavis commence à courir à compter de la date de notification. Il ne peut être subordonné à aucune condition suspensive ou résolutoire. Il ne peut en aucun cas être imputé sur la période du congé du travailleur. Ça, c'est très clair. Alors, un arrêté du ministre chargé du travail pris après avis de la Commission nationale consultative du travail détermine les conditions de la durée du préavis compte tenu de l'ancienneté du travailleur et de sa classification professionnelle. Pendant la durée du préavis, l'employeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent. En vue de la recherche d'un emploi, le travailleur bénéficie pendant la durée du préavis d'1 jour de liberté par semaine, à son choix, globalement ou à l'heure par l'heure et payé à plein salaire. Alors, la partie à l'égard de laquelle ces obligations ne seraient pas respectées ne pourra se voir imposer un délai de préavis, sans préjudice des dommages et intérêts qu'elle jugerait bon de demander. Toute rupture de contrat à durée indéterminée sans préavis ou sans que les délais de préavis aient été intégralement observés emporte l'obligation pour la partie responsable de verser à l'autre partie une indemnité dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n'aurait pas été effectivement respecté. Cependant, la rupture de contrat de travail, la rupture de contrat peut intervenir sans préavis en cas de faute lourde, sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute. En cas de rupture de contrat à durée indéterminée, du fait de l'employeur, hormis le cas de faute lourde, le travailleur ayant accompli dans l'entreprise une durée de service continue au moins égale à 2 ans, a droit à une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis dont la détermination tient compte de l'ancienneté. Un arrêté du ministre chargé du travail pris
après avis de la Commission nationale consultative du travail, fixe les modalités d'attribution et de calcul de l'indemnité de licenciement. Le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant le terme qu'en cas de faute lourde, de force majeure ou d'accord parti constaté par écrit. Toute rupture abusive du contrat peut donner lieu à des dommages-intérêts, sont notamment considérés comme effectués abusivement les licenciements motivés par les opinions du travailleur, son appartenance ou son non-appartenance à un syndicat. La juridiction compétente peut constater l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat, et le jugement doit mentionner expressément le motif allégué, autant pour moi, par la partie qui a rompu le contrat. Dans tout cas de licenciement, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du caractère légitime du motif qu'il allègue. Le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu en général de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé, et notamment lorsque la responsabilité incombe au travailleur de son niveau de qualification et de l'emploi occupé. Lorsque la responsabilité incombe à l'employeur de la nature des services engagés, de son ancienneté, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits à quelque titre que ce soit. Toutefois, le montant des dommages-intérêts sans excéder un mois de salaire par année d'ancienneté, dans l'entreprise ne peut être inférieur à 3 mois de salaire. Ça, c'est très bien. En cas de licenciement légitime d'un travailleur survenu sans observation par l'employeur des formalités prévues, le montant des dommages et intérêts ne peut excéder un mois de salaire. Le salaire à prendre en considération aux alinéas précédents est le salaire moyen menstruel brut des 12 derniers mois de l'activité du travailleur. Ces dommages et intérêts ne se confondent ni avec l'indemnité de non-observation du préavis, ni avec l'indemnité de licenciement. Alors, les dispositions de l'article 34 ci-dessus ne s'appliquent pas en cas de licenciement pour motif économique. Constituer un licenciement pour motif économique que tout licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du travailleur et résultant d'une suspension ou transformation d'un emploi ou de la modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à des restructurations internes. Pour tenter d'éviter un licenciement pour motif économique, l'employeur qui envisage un tel licenciement doit réunir les délégués du personnel s'il en existe et rechercher avec eux, en présence de l'inspecteur du travail du ressort, toutes les autres possibilités telles que la réduction des heures de travail, le travail par roulement, le travail à temps partiel, le chômage technique, autant pour moi, le réaménagement des primes, indemnités, des avantages de toute nature, voire la réduction des salaires. À l'issue des négociations dont la durée ne peut excéder 30 jours francs, si un accord est intervenu, un procès verbal signé avec les parties et par l'inspecteur du travail précise les mesures retenues et la durée de leur validité. Dans le cas où un travailleur refuse par écrit d'accepter les mesures visées à l'alinéa précédent, il est licencié avec paiement du préavis s'il remplit les conditions d'attribution et les indemnités de licenciement. Lorsque les négociations prévues ci-dessus n'ont pas pu aboutir à un accord et aussi, malgré les mesures envisagées, certains licenciements s'avèrent nécessaires, l'employeur doit obligatoirement je me reprends s'il vous plaît. Lorsque les négociations prévues ci-dessus n'ont pas pu aboutir à un accord ou si, malgré les mesures envisagées, certains licenciements s'avèrent nécessaires, l'employeur doit établir l'ordre de licenciement en tenant compte des aptitudes professionnelles, de l'ancienneté dans l'entreprise, des charges familiales des travailleurs
Dans tous les cas, l'ordre de licenciement doit tenir compte en priorité des aptitudes professionnelles. En vue de recueillir leur avis et suggestions, l'employeur doit communiquer par écrit au délégué du personnel la liste des travailleurs qu'il se propose de licencier en précisant les critères de choix retenus. Les délégués du personnel doivent faire parvenir leur réponse écrite dans un délai de 8 jours francs maximum. La communication de l'employeur et la réponse des délégués du personnel sont transmises sans délai au ministre chargé du travail pour arbitrage. Les délégués du personnel ne peuvent être licenciés que si leur emploi est supprimé et après autorisation de l'inspecteur du travail du ressort. En cas de contestation sur le motif ou l'ordre de licenciement, la charge de la preuve incombe à l'employeur. Les travailleurs licenciés bénéficient à l'égalité d'aptitudes professionnelles une priorité pendant 2 ans dans la même entreprise. Un arrêté du ministre chargé du travail pris après avis de la Commission nationale consultative du travail fixe les modalités d'application du présent article. En cas de résiliation d'un contrat soumis aux dispositions de l'article 27, l'employeur est tenu d'en aviser dans les 15 jours l'autorité qui a visé le contrat. S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise. Ça, c'est bon. Leur résiliation ne peut intervenir que dans les formes et aux conditions prévues par la présente session. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsqu'il y a changement d'activité de l'entreprise, lorsque les travailleurs expriment devant l'inspecteur du travail du ressort leur volonté d'être licenciés avec paiement de leurs droits avant la modification, autant pour moi. La cessation de l'entreprise, sauf en cas de force majeure, ne dispense pas l'employeur de respecter les règles établies à la présente session. La faillite et la liquidation judiciaire ne sont pas considérées comme des cas de force majeure. Alors, le contrat de travail peut, en cours d'exécution, faire l'objet de modifications à l'initiative de l'une ou de l'autre partie. Si la proposition de modification émanant de l'employeur est substantielle et qu'elle est refusée par le travailleur, la rupture du contrat de travail pouvant en résulter est imputable à l'employeur. Elle n'est abusive que si les modifications proposées n'est pas justifiée, par l'intérêt de l'entreprise. Si la proposition de modification émanant du travailleur, autant pour moi, est substantielle et qu'elle est refusée par l'employeur, le contrat dans ce cas ne peut être rompu qu'à la suite d'une offre de démission du travailleur. Les dispositions des articles 34 à 42 ne s'appliquent ne s'applique pas, sauf convention contraire aux contrats d'engagement à l'essai qui peuvent être résiliés sans préavis et sans que l'une ou l'autre partie puisse prétendre à indemnité. À l'expiration du contrat de travail, quel que soit le motif de sa résiliation, l'employeur doit délivrer au travailleur au moment de son départ un certificat de travail indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés. Ce certificat est exempt de droits de timbre et d'enregistrement, même s'il contient la formule libre de tout engagement ou toute autre formule ne constituant ni obligation ni quittance. De l'apprentissage. Le contrat d'apprentissage est celui par lequel le chef d'établissement industriel, le chef d'un établissement industriel, commercial ou agricole, ou encore
ou encore un artisan, je me reprends s'il vous plaît, le contrat d'apprentissage est celui par lequel un chef d'établissement industriel, commercial ou agricole ou un artisan s'oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une personne et par lequel celle-ci s'oblige en retour à se conformer aux instructions qu'elle recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés en vue de son apprentissage. Le contrat d'apprentissage doit être constaté par écrit. À peine de nullité absolue, il est exempt de tout droit de timbre et d'enregistrement. Les conditions de fond et de forme, et les effets de ce contrat ainsi que les cas et les conséquences de sa résiliation et les mesures de contrôle de son exécution sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travail. Alors, le tâcheron est un sous-entrepreneur recrutant lui-même la main-d'œuvre nécessaire qui passe avec un entrepreneur un contrat écrit pour l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services moyennant un prix forfaitaire. Quand les travaux sont exécutés dans les ateliers, magasins ou chantiers de l'entrepreneur, ce dernier est, en cas d'insolvabilité du tâcheron, substitué à celui-ci en ce qui concerne les obligations à l'égard des travailleurs. Quand les travaux sont exécutés dans un lieu autre que les ateliers, magasins ou chantiers de l'entrepreneur, ce dernier est, en cas d'insolvabilité du tâcheron, responsable du paiement du salaire dû au travailleur. Le travailleur lésé aura, dans ce cas, une action directe contre l'entrepreneur. Toutefois, les dispositions des alinéas ci-dessus ne s'appliquent pas quand le tâcheron est inscrit au registre du commerce et justifie d'une patente en cours de validité. Alors, le tâcheron est tenu d'indiquer par voie d'affichage apposé de façon permanente dans chacun des ateliers, magasins et chantiers où il fait exécuter des travaux ses noms, prénoms, adresse, sa qualité de tâcheron, le nom et l'adresse de l'entrepreneur qui lui a confié les travaux, les horaires de travail. Cet affichage est obligatoire même si les travaux s'exécutent dans les ateliers, magasins, chantiers de l'entrepreneur. L'entrepreneur doit tenir à jour la liste des tâcherons avec lesquels il a passé contrat. De la convention collective et des accords d'établissement. La convention collective du travail est un accord ayant pour objet de régler les rapports professionnels entre les employeurs et les travailleurs, soit d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, soit d'une ou de plusieurs branches d'activité. Cet accord est conclu entre, d'une part, les représentants d'un ou de plusieurs syndicats ou d'une union de syndicats de travailleurs. D'autre part, des représentants d'une ou de plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou de tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. La convention collective peut mentionner des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements. Elle ne peut déroger aux dispositions d'ordre public. Les conventions collectives déterminent leur champ d'application. Celui-ci peut être national, interdépartemental ou local. Le test de convention collective est publié sans frais au journal officiel à la diligence du ministre du Travail dès que ce dernier a reçu une notification du dépôt de ces instruments au greffe du tribunal compétent. Avant de faire procéder à cette publication, le ministre chargé du Travail peut intervenir auprès des parties contractantes pour obtenir les modifications ou le retrait de ces textes des dispositions qui seraient en contradiction avec les lois et règlements. À la demande
de l'une des organisations syndicales les plus représentatives ou à l'initiative du ministre du Travail les dispositions d'une convention collective répondant aux conditions déterminées par voie réglementaire peuvent être rendues obligatoires pour les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application professionnelle et territoriale de la dite convention par décret pris après avis motivé de la Commission nationale consultative du travail. L'extension des effets et les sanctions d'une convention collective se fait pour la durée et aux conditions prévues par la dite convention. Toutefois, le décret d'extension peut exclure, après avis motivé de la Commission nationale consultative du travail, sans modifier l'économie de la convention en cause, les clauses qui ne répondaient pas à la situation de la branche d'activité dans le champ d'application concerné. Le décret d'extension cesse d'avoir effet lorsque la convention collective a cessé d'être en vigueur entre les parties par suite de dénonciation. À la demande de l'une des parties signataires ou de la propre initiative du ministre du Travail et après avis motivé de la Commission nationale consultative du travail, ce décret peut être rapporté en vue de mettre fin à l'exécution de la convention collective ou de certaines de ses dispositions lorsqu'il apparaît que cette convention ou les dispositions considérées ne répondent plus à la situation de la branche d'activité dans le champ d'application considéré. Alors, en cas d'extension ou de carence des organisations syndicales d'employeurs ou de travailleurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention collective dans une branche d'activité ou pour une profession déterminée, un décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travail peut soit réglementer les conditions de travail et fixer les classifications professionnelles ainsi que les salaires minima pour cette branche ou cette profession, soit y rendre applicable en totalité ou en partie les dispositions d'une convention collective en vigueur dans une branche d'activité relevant du même secteur économique. Tout décret d'extension ou de retrait d'extension est précédé d'une consultation des organisations professionnelles de toutes personnes intéressées qui doivent faire connaître leurs observations dans un délai de 30 jours. Un décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travail fixe les modalités de cette consultation. Des accords concernant un ou plusieurs établissements déterminés peuvent être conclus entre d'une part un employeur et un groupe d'employeurs et d'autre part des représentants des syndicats les plus représentatifs du personnel de l'établissement ou des établissements intéressés. Les accords d'établissement ont pour objet d'adapter aux conditions particulières de l'établissement et pour des établissements considérer les dispositions des conventions collectives et notamment les conditions d'attribution et le mode de calcul de la rémunération ou rendement des primes à la production individuelle et collective et des primes à la productivité. Ils peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs. À défaut des conventions collectives, les accords d'établissement ne peuvent porter que sur la fixation des salaires et des accessoires des salaires. Lorsque le personnel des entreprises et établissements publics et parapublics n'est pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions du présent chapitre. Lorsque une convention collective a fait l'objet d'un décret d'extension, elle est applicable aux entreprises et établissements publics et parapublics visés à l'article précédent qui, en raison de la nature et de leur activité, se trouvent placés dans un champ d'application. La conclusion et l'exécution des conventions collectives et des accords d'établissement sont subordonnés à des conditions de fond et de forme
qui sont fixés par décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travail. Alors, c'est sur cette note que nous allons boucler avec le titre 3e du Code du travail au Cameroun. Et nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour